Dans cette courte vidéo, je vais essayer de rendre compte du contexte qui conduit à prendre une décision d'un traitement pour la sclérose en plaques. Au cours de ces 25 dernières années, j'ai été beaucoup impliqué dans des études d'enregistrement de phase 2, de phase 3, pratiquement pour tous les médicaments qui ont aujourd'hui qui ont été approuvés pour le traitement de la sclérose en plaques. Lorsqu'on considère la liste des différentes classes thérapeutiques qui sont offertes aux patients, heu, il est accepté par la plupart des experts que tous ces médicaments ont surtout démontré la capacité à pouvoir influencer ou à limiter ou à réduire ou même à empêcher parfois l'invasion du tissu cérébral par des cellules inflammatoires. Tous ces médicaments n'ont par contre pas encore démontré, n'ont pu démontrer une capacité claire à agir sur le processus dégénératif qui est souvent visible à un moment plus avancé de la maladie et qui sont le fait de lésions chroniques qui gardent un potentiel évolutif, contrairement d'ailleurs à d'autres maladies inflammatoires du système nerveux central. Et donc c'est essentiellement des formes rémitantes dont je vais parler, avec peut-être un premier concept à accepter, à expliquer aux malades, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement qui guérisse la sclérose en plaques. Nous proposons des traitements qui vont justement essayer de limiter, de contrôler l'invasion du tissu cérébral, mais ce traitement doit être prolongé. Il doit être prolongé parfois sur de longues périodes, sur des décades, sur, voilà, sur 20 ans, sur 30 ans. Ce qui explique que la discussion du traitement avec le patient doit clairement se faire autour du rapport entre le bénéfice de ces traitements, mais également le risque lorsqu'il s'agit de donner pendant de longues périodes un traitement qui aura un effet notable sur les défenses immunitaires. Il y a au fond donc deux types de stratégies qui ont été proposées, euh, qui sont celles de l'escalade thérapeutique qui a été largement utilisée au cours des 20 premières années, et puis la possibilité ou la réflexion peut-être d'envisager un traitement plus intensif, plus rapidement, euh, qui vient s'ajouter à l'idée qui est acceptée pour tous les patients qui ont une forme rémitante de sclérose en plaques, de l'importance de commencer le traitement le plus tôt possible, ce que les évolutions dans le diagnostic de sclérose en plaques a permis en facilitant de plus en plus la capacité de dire qu'un patient est porteur d'une sclérose en plaques et même tout récemment, alors même qu'il n'a pas encore exprimé cette maladie de façon claire, mais sur les arguments d'imagerie et d'études du liquide céphalorachidien. Alors, quand on réfléchit à la stratégie d'escalade thérapeutique, ça signifie quoi? Ça signifie que on débute avec un médicament qui a peu ou pas d'effets indésirables sérieux, et puis s'il échoue à escalader avec un médicament, on évoluera à le prescrire, on prescrira un médicament plus agressif et bien sûr plus à risque d'effets indésirables sérieux. Alors l'avantage, c'est qu'un certain nombre de patients peuvent être répondeurs, surtout lorsqu'ils sont donnés très précocement à des médicaments moins agressifs, et il n'y a pas besoin de recourir à des traitements plus agressifs. L'inconvénient, c'est que si ces médicaments moins puissants pour contrôler l'inflammation focale tardent à être prescrits, il expose à faire le lit de la survenue de handicap de façon plus sévère. Et donc tout le travail entre le neurologue et puis le patient dans sa consultation sera notre capacité à définir le seuil exact d'une réponse suboptimale pour un traitement d'escalade et qui imposera à recourir à un nouveau palier thérapeutique avec un traitement plus puissant. Par contre, quand on réfléchit à un traitement de haute efficacité précoce, qui est une tendance thérapeutique qui se discute de plus en plus, eh bien, ça signifiera de commencer très tôt avec un traitement immunosuppresseur, voilà, chez des sujets qui peuvent être très jeunes, hein, qui peuvent avoir 20 ans, 25 ans, souvent moins de 30 ans. Il est clair que ça a l'avantage voilà, d'atteindre cet objectif voilà, de façon plus claire, de l'absence d'activité inflammatoire résiduelle sous traitement, à la fois sur le plan clinique et sur le plan, bien sûr, de l'IRM. Mais
Ça a l'inconvénient, c'est que commencer très tôt et comme on envisage des traitements pour plusieurs décennies, eh bien, le risque d'exposer pendant de longues périodes aux effets secondaires d'un traitement immunosuppresseur prolongé. Et donc il faut, discuter, bien sûr, de quelle manière un traitement immunosuppresseur doit être donné. Pourrait-il être donné pour un temps minimum afin de contrôler l'activité de la maladie? C'est aussi une question qu'aujourd'hui on se pose. Alors, en fait, quand on réfléchit à la stratégie thérapeutique, il y a au fond 2 scénarios qui vont un petit peu se discuter entre les experts et dans les études actuelles. Un premier scénario serait de dire que le traitement initial d'une sclérose en plaques devrait être, un traitement intensif précoce plutôt qu'une escalade thérapeutique pour tous les patients dès le stade initial de la forme rémitante de la sclérose en plaques. Ou est-ce que l'on doit discuter que ce traitement initial qui fait appel à un traitement intensif précoce plutôt qu'à une escalade, eh bien, devra être réservé à un groupe sélectionné de patients qui ont une forme rémitante de sclérose en plaques avec des facteurs qui sont de plus mauvais pronostics. Alors, voyons un petit peu ce que nous apprend l'histoire naturelle de la maladie. Elle nous apprend que c'est une maladie dont l'histoire naturelle ou l'histoire sous traitement est aussi extrêmement variable d'un patient à l'autre. Et entre le moment où le patient débute ses premières manifestations et le moment où il présente un handicap irréversible, modéré, comme le cas où le DSS est autour de 3. Et vous voyez sur ce graphe que, voilà, au cours de la phase 1, le temps est variable. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et donc c'est extrêmement, extrêmement divers. Et ce qui peut laisser supposer qu'on a quand même une fenêtre d'opportunité thérapeutique qui est hautement variable et que peut-être dans ce cas-là, cet élément-là va plutôt dans le sens d'essayer de limiter des traitements de haute efficacité, traitements immunosuppresseurs en particulier prolongés, plutôt pour un groupe sélectionné de patients qui ont une forme rémitante de sclérose en plaques. Il se trouve qu'on a recherché quels étaient les facteurs qui pouvaient conditionner plus ou moins une activité de la maladie ou un risque de handicap. Et ce travail qui a été fait par l'équipe de Barcelone et publié il y a quelques années a montré que l'on avait quelques indicateurs qui étaient utiles. Et parmi ceux-là, celui qui s'est avéré probablement le plus puissant, comme vous voyez là, c'est l'information de l'IRM. L'IRM, au moment où on réfléchit au premier traitement, le nombre de lésions sur l'IRM encéphalique et aussi les localisations au niveau du tronc cérébral ou au niveau de la moelle. Et donc, voilà, on a donc des éléments qui nous font penser que certains patients sont plus à risque et donc on peut bien sûr penser que pour ces traitements, il faudrait aller vers un traitement rapidement et peut-être même débuter par un traitement de haute efficacité. Et puis il y a ce travail ou toutes ces études qui sont menées depuis quelques années par l'équipe italienne sur des nombres importants de patients, plus de 1000 patients qui ont été suivis et qui ont regardé de quelle manière, lorsqu'on regarde le traitement au cours de la première année et la réponse au traitement au cours de la première année, est-ce qu'il est prédictif au fond de l'évolution clinique en termes d'activité ou même de handicap au cours des années qui vont suivre. Et le beau travail qui a été fait par l'équipe de Maria Pia Sormani montre que l'on peut créer un score particulier qui est un score prédictif sous traitement du risque d'avoir une maladie qui sous traitement continue à évoluer. Et ce score, il y a au fond trois niveaux. Il y a un score 0 dans lequel au cours de la première année, le patient n'a pas fait de poussée et que sur l'IRM, il n'y a pas eu beaucoup d'activité, pas plus en tout cas, moins de 3 lésions nouvelles au cours sur l'IRM. Le score 1, où le patient peut soit ne pas avoir fait de poussée, mais avoir une activité sur l'IRM qui est franche, avec plus de 3 lésions ou plus sur l'IRM, ou a fait une poussée, pas avec une accumulation importante de lésions, moins de 3 lésions, ou alors un score 2, d'une activité sous traitement qui fait que le patient a présenté 2 poussées, ou bien il a présenté qu'une seule poussée, mais avec déjà de nombreuses lésions qui se sont accumulées. Et vous voyez les chiffres en termes d'échecs thérapeutiques au cours des 2 années qui ont suivi. En fonction de ce score, on peut très
clairement reconnaître ceux qui ne sont pas répondeurs et qui sont à risque d'une maladie qui évolue, de ceux qui sont contrôlés, donc pour lequel on a l'espoir d'avoir un contrôle plus important de la maladie et du risque de handicap. Ce qui fait que, ayant ce type d'outil, mais qui impose un suivi clinique, bien sûr, et un suivi IRM de haute qualité, on y reviendra, eh bien, le traitement initial d'une sclérose en plaques rémitante devrait être bien sûr un traitement précoce, mais un traitement agressif pour un groupe sélectionné de patients. Et quand on pense à un traitement d'efficacité, quand on pense à l'escalade thérapeutique, et donc de commencer par un traitement d'efficacité brève, je dois simplement rappeler que l'on fait appel soit à des médicaments injectables par voie intramusculaire ou subcutanée, qui sont plutôt classés dans des vrais immunomodulateurs, car ils sont nullement immunosuppresseurs, c'est l'interféron, c'est l'acétate de glatiramer, qui sont déjà des médicaments qui ont été les premiers qui ont été proposés et qui voilà, ont les inconvénients d'être injectables. Et il y a des médicaments par voie orale qui ont voilà, qui ont un impact, qui sont un peu immunosuppresseurs, mais de façon modérée, et que sont le diméthylfumarate et le terriflunomide qui se prennent en comprimé par voie orale journalière, de façon journalière. Et donc, quand et comment escalader? Si on commence par un traitement d'escalade thérapeutique, eh bien, voilà, on peut s'appuyer, et c'est un petit peu ce que je voudrais vous proposer comme une indication, en tout cas, pour savoir si l'on doit évoluer et changer de traitement. Si vous suivez un patient, et comme il est recommandé d'avoir un contrôle IRM à 1 an, et bien sûr clinique, s'il n'a pas fait de poussée ou s'il a peu d'accumulation de lésions, eh bien on peut considérer qu'il est plutôt dans le groupe répondeur et on va continuer. On rediscutera la même chose l'année suivante. Si par contre il a de nouvelles lésions, plus de 2 nouvelles lésions sur 1 an d'intervalle, ou s'il a fait une poussée avec moins de 3 lésions, eh bien c'est peut-être qu'il faut changer de traitement et discuter donc parmi ces traitements, les traitements par voie orale que peuvent être le terriflunomide, le diméthylfumérate ou même un anti-syngoside 1-phosphate récepteur. Et si c'est un score 2, au sens où le patient a présenté plus d'une poussée, ou a présenté donc une poussée avec de nombreuses lésions, là on va d'emblée escalader dans un traitement de haute efficacité dont on verra tout à l'heure donc les caractéristiques. Et puis, quels sont les candidats pour être d'emblée traités voilà, par des médicaments de haute efficacité? Voilà, ça c'est un tableau que je reprends d'un article que nous avons écrit, qui essaye de réfléchir, analysant une centaine de travaux sur le sujet du traitement et des stratégies thérapeutiques. Il nous est apparu que ce qui ressortait des traitements de haute efficacité qui ont le plus grand bénéfice à apporter en termes de contrôle et d'éviter une progression du handicap, c'est des patients qui ont un phénotype forme rémitante et qui sont très actives au sens clinique et au sens de l'IRM, avec aussi sur l'IRM déjà des gens qui ont de nombreuses lésions, et en particulier lorsqu'ils sont localisés dans certains territoires comme le tronc cérébral ou la moelle, des gens qui sont jeunes. On sait que le potentiel d'une maladie active qui est fonction de l'âge, et donc ont une durée de maladie qui est récente. Et voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais surtout ce sont des gens qui, au stade où ayant une telle activité, ayant ce cadre, un âge précoce, eh bien ne sont pas handicapés. Et si on veut leur donner une chance qu'ils ne le soient pas, il faut envisager chez ces patients donc un traitement de haute efficacité d'emblée. Alors quand on pense à un traitement de haute efficacité précoce, en fait on pense à deux comportements thérapeutiques. Celui qui est pour lequel on a le plus d'expérience, qui est très largement prescrit, c'est de penser donc à des traitements intensifs avec un traitement immunosuppresseur qui va être continu pendant une période non déterminée. Et c'est ce qu'apporte le natalizumab, bien sûr chez des sujets dont on contrôlera tous les 6 mois, qui restent JC négatifs, qui ne sont pas à risque de leucoencéphalie multifocale progressive, les antirécepteurs syngoside 1-phosphate, et puis toute une classe de thérapeutiques qui sont de plus en plus proposées aux patients, qui sont la classe des anti-CD20. Et à côté de ces traitements intensifs qui vont être pris de façon prolongée, il y a les traitements d'induction
que sont la mitoxantrone, la lantizumab et la cladribine, qui sont discutés de façon spécifique. Alors, pour clarifier un petit peu les choses, quand on parle d'un traitement de haute efficacité, d'un traitement intensif continu, c'est vraiment des traitements qui sont durés, qui vont être prescrits pour une durée indéterminée. C'est quelques décennies, hein. Si la personne a 20 ans, on se posera la question encore à 30 ans d'être toujours sous immunosuppresseur. C'est donc une immunosuppression prolongée et la crainte est bien sûr celle de ces déficits immunitaires qui peuvent favoriser en particulier, hein, le risque d'infection et peut-être pour certains le risque de cancer. De plus, un certain nombre d'entre eux, et plus particulièrement le natalizumab et le sphingoside, les antirécepteurs sphingoside à phosphate, sont à risque de rebond à l'arrêt. Donc c'est pratiquement fortement même recommandé de ne jamais arrêter ces traitements de façon brutale et de passer par un traitement de relais, même temporaire, si on veut ne pas être confronté à des rebonds parfois tout à fait dramatiques. Bien sûr, donner un traitement intensif continu, si au cours des premières années de traitement, on s'aperçoit qu'il n'y a que l'inflammation inflammatoire focale n'est plus présente cliniquement ou sur l'IRM, il y a toute chance que la maladie sera contrôlée pendant de longues périodes, du moins sur cet élément central d'invasion par les cellules inflammatoires. Le traitement d'induction, lui, il est de d'autres natures. Il est par définition un traitement à durée limitée. Voilà, de quelques mois, et l'immunosuppression, les risques d'immunosuppression, c'est surtout pendant une période relativement limitée. Et ce sont des médicaments qui ont un effet rémanent, qui font qu'un équilibre immunologique voilà, va se mettre en place, qui va contrôler la maladie pendant un certain temps. Bien sûr, de ce fait, il n'y aura pas de réactivation de rebond à l'arrêt avec ce type de produit, ce qui peut, dans certaines situations, être tout à fait appréciable, en particulier lorsqu'on réfléchira à la question de mettre en route une grossesse. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir à tête, c'est que la qualité du contrôle de l'activité et donc de la reprise éventuelle d'un traitement si l'activité réapparaît, c'est essentiellement dépendant de la surveillance rigoureuse, alors clinique, mais surtout IRM. S'il n'y a pas cette surveillance-là, on ne peut pas utiliser ces médicaments dans une maladie comme la sclérose en plaques. Alors, les traitements intensifs continus, donc je vous l'ai dit, ils peuvent être soit en perfusion intraveineuse ou en injection sous-cutanée. C'est le cas du natalizumab si les gens sont bien sûr JC négatifs, et c'est le cas aussi bien sûr pour les anti-CD20 qui existent sous ces deux formes. Et puis par voie orale, eh bien c'est ce groupe des antirécepteurs sphingoside 1-phosphate, le fingolimod, le siponimod, l'ozanimod et peut-être d'autres qui apparaîtront. Voilà, ils sont moins puissants. Maintenant, de nombreuses études montrent qu'ils sont moins puissants que le natalizumab ou les anti-CD20 qui ont une efficacité tout à fait semblable sur l'inflammation focale. Mais voilà, ils sont prescrits par voie orale et un certain nombre de patients vont répondre de façon satisfaisante avec ce type de traitement. Et puis les traitements d'induction, donc dont j'ai parlé, la lantizumab et la mitoxantrone, qui sont en perfusion intraveineuse sur une courte période. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'ils ont des effets secondaires qui ne sont pas uniquement du fait de leur effet immunosuppresseur, mais qui sont imputables à des caractéristiques qui leur sont propres. Je ne vais pas avoir le temps de le développer. Ce qui fait que la meilleure indication de ces traitements sont des formes rémitantes particulièrement agressives au plan clinique et au plan IRM, qui sont à haut risque, perçues comme à haut risque de séquelles après ces événements inflammatoires aigus, et après échec d'un traitement de haute efficacité qui impose une action thérapeutique extrêmement rapide, ce qu'apporte ce type de produit. Et puis, il y a un traitement qui est extrêmement beaucoup plus simple, hein, qui peut se prendre par voie orale, qui est la cladribine, qui est de prescription aisée, et dont la meilleure indication, c'est aujourd'hui probablement les formes rémittantes actives précoces, du fait de son bon rapport risque-bénéfice à long terme, dans la mesure où si les patients maintiennent un équilibre immunologique évitant l'apparition de nouvelles lésions ou de poussées, ils peuvent se retrouver pendant des périodes prolongées sans avoir besoin de poursuivre un traitement et donc d'éviter des années de traitement sous immunosuppresseurs. Voilà, mais je terminerai par cette diapositive car c'est elle qui est la clé au fond de
de la qualité du contrôle, c'est l'imagerie, c'est l'IRM encéphalique qui a révolutionné le suivi de ces patients. Bien sûr, pour le diagnostic, ce qui permet donc de le traiter très tôt et d'avoir une efficacité thérapeutique immédiate, et de commencer, pardon, une thérapeutique de façon immédiate. Et puis lors du traitement, cette façon un petit peu que l'on a aujourd'hui de procéder, hein, de faire 6 mois après le début du traitement une IRM, de façon à repérer si la maladie est encore active, GADO positif ou non. Et si elle ne l'est pas, eh bien ça devient l'IRM de référence qui sera répété tous les ans pour vérifier que la maladie est sous contrôle. Voilà, et donc je voudrais juste pour terminer, pour ceux qui voudraient bien sûr avoir le détail de tous ces traitements donc, que j'ai simplement évoqués, je vous renvoie à cet article que nous avons écrit l'année dernière dans une revue américaine qui s'appelle Drugs, qui fait l'analyse d'environ d'une centaine de publications sur tous les traitements de la sclérose en plaques, et vous trouverez là le détail et des éléments additionnels qui seront utiles pour vous forger une opinion sur le traitement de la sclérose en plaques. Voilà, je vous remercie de votre attention.